Mais avant ça, il y a plusieurs étapes à franchir pour arriver dans ce travail-là. Donc, nous allons donc déjà commencer avec le début même de la formation, c'est-à-dire avec des notions déjà, c'est quoi les dashboards, on verra la notion d'indicateur, comme on a dit, c'est quoi une tableau de bord, quel type de tableau de bord on a déjà, quelle est l'importance des tableaux de bord, c'est quoi la notion d'indicateur de performance, quelle est l'importance d'avoir des indicateurs de performance, voilà, comment donc même déjà identifier et choisir ces indicateurs de performance. Donc, on verra déjà ça. Et après, toujours dans cette même logique, comment ressortir les axes d'analyse. Parce qu'après, derrière, lorsqu'on fait un dashboard, il faut savoir qu'est-ce qu'on analyse. Voilà. Qu'est-ce qu'on analyse et quelle est l'information dont on a besoin. Et après, donc, on verra donc entrer dans la construction des dashboards avec donc la première étape qui sera bien sûr de voir comment manipuler les tableaux croisés dynamiques, comment les manipuler, comment manipuler ces tableaux croisés dynamiques. Et c'est vrai, dans le programme qu'on a donné aussi, avant d'entrer dans la fonction, aussi, il y a un élément qu'on va ajouter. Donc, on va voir les manipulations des TCD, on va aussi voir quelques fonctions utiles. Voilà, pour pouvoir faire des dashboards. Parce qu'après, derrière, il y a des fonctions qu'on utilise pour pouvoir faire des dashboards. On va parcourir quelques fonctions Excel. Voilà, les fonctions recherche IP, index, etc. Ainsi de suite. Je pense qu'il y a certains qui, s'il y a des gens qui connaissent déjà ça, c'est une bonne chose. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra venir rapidement dessus, faire juste un flash et entrer directement dans la construction des dashboards. Voilà, donc voilà un peu. Et après, donc, construire les dashboards et voir comment l'automatiser avec JVBia. Donc, Andy, arrête ton partage, je vais partager le mien. On va commencer tout au début. Ok. Voilà, comme on a dit la session doit être interactive. Voilà, si vous avez des questions, voilà, n'importe quoi vous posez, on est là pour répondre. Ok, moi je vais d'abord demander aux participants, je vais partager mon écran. C'est bon, vous avez mon écran. Là, c'est bon, vous avez mon écran. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Ton écran est accessible. Nous voyons ton écran. Ok, donc je vais zoomer ça. Ok, donc ici dans le sommet, nous allons voir la conception des dashboards. Parce que dans les dashboards, comme on a dit, c'est comme une maison. Il y a la partie conception, qui est comme quand vous construisez une maison, voilà, vous faites des plans de la maison. Voilà. Ensuite, il y a la partie construction, qui est là maintenant la réalisation. Voilà. Donc, on va voir donc comment le penser à travers la conception. Ensuite, comment le construire. Voilà, comment le réaliser. Voilà. Donc, dans la partie conception, comme on a dit, on verra donc la définition et l'importance des dashboards. On va prendre connaissance de l'activité de l'élaboration des axes d'analyse, c'est-à-dire c'est les éléments qui permettent de pouvoir faire des dashboards. Lorsqu'on veut faire un dashboard, il faut d'abord prendre connaissance de l'activité, il faut comprendre. Voilà, si c'est le dashboard, si c'est un tableau de bord de gestion de stock que je vais faire, il faut que je comprenne déjà l'activité de gestion de stock et quels sont les axes sur lesquels vont porter mes analyses. Quels sont les axes sur lesquels on veut avoir des informations. Quels sont, en termes de besoin d'information, qu'est-ce qu'on veut savoir. On verra aussi la notion de l'important indicateur de performance et on verra aussi par la suite comment monter les cahiers de charges. Parce que dans les tableaux de bord, par exemple, parfois vous pouvez être appelé à être manager. Et le tableau de bord, parfois, ce n'est pas vous qui allez le construire. Voilà, parce que parfois, quand on est manager, on a des gens sur sa couverture. Voilà. Parfois, on ne sait pas nous-mêmes qui seront sur le terrain pour pouvoir donc réaliser ce dashboard-là. Mais on peut faire un cahier de charges, on peut concevoir, dire à celui qui va réaliser, peut-être au collaborateur, voilà, que voilà, par rapport au tableau de bord que je fais, voilà ce que je veux que tu mettes dans ce tableau de bord, voilà ce que je veux que tu mettes à tel niveau, tel passe, sachant que telle information va m'être utile pour pouvoir prendre bien sûr faciliter mes prises de décision. Donc, on va donc comment monter ce cahier de charge-là. Et ensuite, on entrera dans la deuxième partie, comment le réaliser. Maintenant, je vais commencer par la définition et l'importance du tableau de bord. Pour vous, c'est quoi un tableau de bord? Pour vous, c'est quoi un dashboard? C'est quoi un tableau de bord? C'est bon, on parle tous les jours de tableau de bord, mais pour vous, je laisse la parole aux participants. Pour vous, c'est quoi un tableau de bord à votre niveau? Lorsqu'on parle de tableau de bord, pour vous, ça renvoie à quoi?
quoi un tableau de bord? Le micro ouvert, je vous laisse la parole. Le micro ouvert. Bon, moi, je dirais que le tableau de bord, tout simplement, hein, c'est une représentation, de l'activité. Représentation de l'activité. De l'activité. OK. Représentation de l'activité. Oui, oui, ou d'un certain nombre d'indicateurs ou d'un certain nombre d'éléments importants de l'activité qu'on veut faire ressortir. OK. Donc, si je retiens indicateur, ça veut dire que dans le tableau de bord, il y a le mot indicateur qui est évident, on doit voir les indicateurs. OK. Quelqu'un d'autre peut dire ajouter quelque chose, peut dire. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose. Oui. Si, moi, je pense que le tableau de bord, en fait, c'est, si tu veux, c'est un document ou une présentation avec des informations synthétiques bien résumées et qui permettent un meilleur pilotage de l'activité. Avec des estimations. Je dis, c'est un document, si tu veux, personnalisé d'abord parce que c'est, voilà, tu le fais à ta manière et avec des informations présentées de manière synthétique. De manière bref, quoi, de sorte à faciliter la compréhension pour un meilleur pilotage de son activité. OK, pour un meilleur pilotage, ça veut dire qu'en principe, il facilite les prises de décision. Parce que si tu pilotes mieux l'activité, ça veut dire qu'en principe, les prises de décision, voilà, tu parviens à les prendre facilement grâce à ton tableau de bord. Effectivement. Okay. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Oui. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Steve? Oui. Oui. Oui, quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Sinon, moi, je... Oui, monsieur Junior? Moi, je pense que, enfin, ils ont tout dit. Bah, c'est juste une représentation visuelle et synthétique des informations essentielles pour prendre une décision avec des indicateurs de performance, soit Okay. soit des indicateurs financiers ou commerciaux, ça dépend du type secteur d'activité. OK. Donc, il y a indicateur qui est relié encore, il y a prise de décision. Oui, quelqu'un d'autre veut encore ajouter quelque chose? Oui. Et il y a le mot activité qui est intervient aussi. Il y a le mot activité. OK. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? OK. Si vous me le permettez, moi, j'ai bien envie que nous rendions encore le cours un peu plus interactif. Je vous avais promis une surprise et donc je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai bien envie que nous écoutions ce que nous dira ChatGPT par rapport à ce qu'est un tableau de bord et pouvoir harmoniser finalement l'ensemble de nos réponses. Est-ce que cela vous intéresserait? OK. Allô? Donc, oui. OK. Avant de passer à... Oui, ça nous intéresserait. Oui, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant de passer à ChatGPT. OK. Donc, en principe, si je prends la notion de tableau de bord, bon, avant de passer sur ChatGPT, si on prend un tableau de bord, donc en principe, le tableau de bord, en principe, c'est quoi? Comme on a dit, il y a activité qui intervient, il y a indicateur qui intervient, il y a prise de décision qui intervient. Et dans le tableau de bord, en principe, le tableau de bord, comme Franck l'a dit, c'est pour le pilotage. Un pilotage quotidien. Parce que c'est ça la différence entre le tableau de bord et le reporting. Parce que beaucoup de gens ont tendance à confondre les deux outils. Le tableau de bord est fait pour un pilotage quotidien, c'est-à-dire permanent, alors que le reporting est fait pour un pilotage périodique. C'est-à-dire que si on prend un tableau de bord, en principe, le tableau de bord, c'est un outil de gestion. Voilà, qui permet donc de suivre l'activité. Ça peut être d'un service, ça peut être d'une direction, ça peut être d'un opérationnel, ça peut être d'une entreprise, etc., etc., de façon permanente, grâce à des indicateurs clés de performance, grâce à des KPI qui facilitent ainsi la prise de décision. Donc voilà un peu, résumé, si on peut donner la définition d'un tableau de bord. Donc c'est un outil de gestion qui va vous permettre de pouvoir suivre votre activité de bout en bout, c'est-à-dire de façon permanente, grâce à des indicateurs, bien sûr que vous aurez en visuel, et qui va permettre de pouvoir orienter ou alors faciliter vos prises de décision. Ok, Andy, tu peux ajouter le... Oui, vas-y, tu peux ajouter le chat GPT, vas-y. Ok, donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez
tous voir avec moi ce que je suis en train de faire. C'est bon, vous avez Donc, accès à mon écran? Quand toi tu partages ton écran, ça arrête le mien. Oui, je pense que normalement, ça devrait être le cas, hein. Sinon, auquel cas, tu peux arrêter toujours ton partage à ton niveau. Donc, je demande aux participants, est-ce que vous avez tout mon écran? Comme on a déjà partagé le sien. Non, non, on a juste, enfin, moi j'ai juste l'écran de Monsieur Andy. Andy, ok, d'accord. OK. Bien. Donc, nous allons voir ensemble ce qu'est un tableau de bord, mais dit par ChatGPT. Donc, En tapant ChatGPT, il faut taper tableau de bord de performance. Parce que si tu tapes tableau de bord, il va connaître ce tableau de bord dans la voiture. oui, ça, c'est pas faux non plus. Donc, on va essayer de lui spécifier le domaine dans lequel nous voulons travailler et on va lui demander qu'est-ce qu'un tableau de bord de performance. Donc, on va attendre les réponses que ChatGPT va nous proposer. OK. Et ChatGPT nous dit qu'un tableau de bord de performance ou tableau de bord de gestion est un outil de gestion qui permet de mesurer et de suivre les performances d'une entreprise, d'une organisation ou d'un projet en utilisant des indicateurs de performance. Il s'agit d'un ensemble de graphiques, de tableaux et de rapports qui présentent les données les plus importantes pour les décideurs et les gestionnaires. Le tableau de bord de performance permet de visualiser rapidement et facilement les tendances, les écarts et les performances des différents aspects de l'entreprise, tels que les ventes, les bénéfices, la productivité, la qualité, la satisfaction client, la sécurité et j'en passe. En utilisant des tableaux de bord de performance, les gestionnaires peuvent prendre des décisions éclairées basées sur des données, identifier rapidement des problèmes potentiels, suivre les progrès par rapport aux objectifs et communiquer les résultats à leur équipe et à d'autres parties prenantes. Je pense que cela résume parfaitement tout ce que nous avons dit par rapport au tableau de bord de performance, hein. Le problème, c'est que ici, ChatGPT a de la définition et après, ils ont donné en principe l'importance du tableau de bord. En principe, ils ne se sont pas arrêtés qu'à définir, mais en plus de ça, ils ont donné l'importance. Voilà, donc quand tu regardes la suite de ce qu'ils ont donné là, c'est l'importance du tableau de bord. Donc, en principe, ils ont dit à quoi sert un tableau de bord. Ils ont donné la définition. Après, par la suite, on dit à quoi sert donc le tableau de bord. Et c'est même par là on devait donc arriver parce qu'on a donné la définition, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite, c'était de partir maintenant sur l'importance. Pourquoi est-ce qu'on utilise un tableau de bord? Pourquoi est-ce qu'on met en place des tableaux de bord? Donc, tu vois, je vais repartager mon écran. Je pense que c'est... Je pense qu'ils ont résumé. Voilà. Donc là, on a donc défini un tableau de bord, comme on a dit, donc outil de gestion qui permet de suivre l'activité d'un service, une direction de façon permanente, grâce à des KPI, facilitant ainsi la prise de décision. Donc le tableau de bord donne de nombreux avantages. Comme on a dit tout à l'heure avec ChatGPT, en un seul clic, ça te permet de suivre de manière permanente l'atteinte de tes objectifs. Ça, on a bien ça dans le pilotage de la performance. Grâce à des KPI, ça te permet d'avoir une visibilité sur ton activité, orientant ainsi des prises de décision. Le tableau de bord aussi met en évidence et attend les écarts, permettant ainsi de prendre des mesures correctives, ce qu'on a toujours dit tout à l'heure. Et il y a un des trucs que ChatGPT a toujours dit, c'est au niveau que le tableau de bord permet aux responsables d'échanger. En principe, le tableau de bord, c'est un outil de communication entre les différents acteurs au sein de l'organisation. Lorsqu'on fait un tableau de bord, par exemple, du responsable de vente, et là, à travers ce tableau de bord, il voit que les objectifs n'ont pas été atteints, ou alors, tant à ne pas être atteint, il peut directement interpeller peut-être ses commerciaux. Tu vois que le fait d'interpeller ses commerciaux, tu vois qu'il y a une communication. Parce que grâce au tableau de bord, ça lui permet donc de pouvoir communiquer avec donc, soit ses subordonnés, soit là avec tous ses collaborateurs. Et comme on a le tableau de bord, c'est un outil qui vous facilite énormément le travail.
Parce que là, vous n'avez plus besoin de faire le traitement, venir faire non. Vous avez une base de données dans laquelle vous venez stocker. À la fin, vous avez toutes les informations que vous avez besoin et de prendre vos décisions à temps. Donc, voilà un peu à quoi peut vous servir donc l'importance d'avoir un tableau de bord. Maintenant, lorsqu'on a dit ceci, quelle peut être grande quelles peuvent être les grandes catégories de tableau de bord qu'on peut avoir? Quelles peuvent être les grandes catégories de tableau de bord? On est toujours dans les échanges. Mais pour vous, quelles peuvent être les grandes catégories voilà, les grandes catégories de tableau de bord qu'on peut distinguer, qu'on peut avoir? Les micros sont ouverts. Allô? Oui. Monsieur Haro et Monsieur Tib souhaitent parler. Donc, on va leur laisser la parole rapidement. Ils vont poser leurs diverses questions et puis après, on relance la machine. C'est bon? Monsieur Yang, oui, non, en fait, j'avais levé la main un peu plus tôt pour donner enfin une définition du tableau de bord. Donc, c'est ça. Ok. Sinon, je n'ai aucune réaction. Ok, d'accord, ça marche. Il y a quelqu'un Moi d'autre qui aussi, veut c'était par ajouter. erreur. Hein. C'était vrai aussi. Ok, c'était aussi une erreur. Donc, en principe, dans les tableaux de bord, en principe, on a 4 grandes catégories de tableaux de bord. C'est vrai que maintenant, parfois, ça peut se scinder. Voilà, on peut avoir les types dans ces catégories. Normalement, en principe, on a 4 grandes catégories. On a ce qu'on appelle les tableaux de bord stratégiques. En principe, les tableaux de bord stratégiques sont les tableaux de bord qui permettent de pouvoir piloter. Par exemple, vous entendez parler, on parle du balance scorecard, qui est un tableau de bord stratégique qui permet à l'entreprise de pouvoir piloter, mieux suivre, bien sûr, l'exécution de sa stratégie. Ça, c'est le tableau de bord stratégique. Ensuite, on a le tableau de bord de processus. Là, ça permet de pouvoir piloter tout ce qui est process au sein de l'entreprise. Par exemple, on a des tableaux de bord, par exemple, du management des risques. Par exemple, on a des tableaux de bord de cartographie, des tableaux de bord, par exemple, de la gestion des risques d'une entreprise. Un peu comme ce que j'avais eu à monter, présenter, que je présente chaque fois sur Link. Ou on peut avoir des tableaux de bord de processus. On peut avoir des tableaux de bord opérationnels, ce qui est le plus courant. Le tableau de bord opérationnel, c'est le plus courant. C'est tout ce qui concerne l'activité quotidienne. Ça, c'est les stocks. Par exemple, tableau de bord de gestion de stock, tableau de bord financier, tableau de bord de vente, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est le tableau de bord opérationnel. Maintenant, on a une dernière catégorie qui est le tableau de bord de direction. Là, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord de direction, en principe, c'est le tableau de bord qui permettent aux directions de pouvoir avoir une visibilité à 360 degrés de leur activité. Et pour pouvoir faire le tableau de bord de direction, le tableau de bord de direction n'est que la synthèse des autres tableaux de bord. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans une direction, par exemple, je vais prendre un exemple, si on est dans une direction de RH, ou alors une direction, par exemple, une direction, par exemple, de RH, dans la direction de RH, on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui s'occupe uniquement du recrutement. On peut avoir quelqu'un qui s'occupe uniquement, par exemple, de la paie. On peut avoir quelqu'un qui s'occupe uniquement, par exemple, de, je ne sais pas quoi, du recrutement, de la paie, etc. Maintenant, le responsable RH, son tableau de bord sera la synthèse des autres tableaux de bord. C'est-à-dire qu'au niveau de l'activité de recrutement, on va donc prendre la synthèse des indicateurs, parce que lui, c'est un directeur. Tout ce que lui veut, il veut avoir les éléments de façon synthétique qui lui permettent en temps réel de savoir qu'est-ce qui s'est passé et de pouvoir prendre ses décisions. Donc, on va aller au niveau du tableau de bord de recrutement, on va prendre la synthèse. On va aller au niveau du tableau de bord de la paie, on va prendre la synthèse. Et c'est donc ça qui va construire son tableau de bord. C'est la même chose que si on veut faire le tableau de bord du directeur, ça sera différent. Le tableau de bord du directeur sera la synthèse du tableau. C'est-à-dire au niveau des ventes, on va prendre la synthèse, on va mettre dans le tableau de bord du directeur. Au niveau des finances, on va prendre la synthèse, mettre au niveau du tableau de bord du directeur. On va aller au niveau, par exemple, des RH, on va prendre la synthèse, mettre au niveau du tableau du directeur. Donc, en principe, le directeur, dans son tableau de bord, ça sera la synthèse des autres tableaux de bord qu'on aura mis dans son tableau de bord. Ce qui fait qu'à son niveau, il pourra savoir de façon globale qu'est-ce qui s'est passé au niveau des RH, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des finances, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ventes, etc., etc. Voilà, donc si demain vous avez des tableaux de bord de direction à main, vous devez donc garder à l'esprit que pour que je puisse le faire, il faudrait que je puisse prendre la synthèse des tableaux de bord de cette direction-là pour pouvoir faire ce tableau de bord. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, on va donc entrer dans le vif du sujet. Donc, en principe, lorsqu'on fait une table de bord, oui. Ok, lorsqu'on fait une table de bord, la première des choses, comme j'ai dit, c'est de prendre connaissance de l'activité. Parce qu'il faut savoir prendre connaissance de l'activité. Parce que tu peux faire une table de bord, après, ça ne sert à rien. Tu peux faire une table de bord, après, ce n'est pas utile. Mais pour pouvoir mettre ce qui est utile dans le tableau de bord, il faut déjà comprendre l'activité. Si c'est le tableau, par exemple, pour les contrôleurs d'émission que j'ai ici, je vois par exemple M. Bonny qui a dit les contrôleurs d'émission. Et les contrôleurs d'émission, parfois, sont amenés à construire les tableaux de bord pour les autres directions, ou alors pour les opérationnels, ou alors pour d'autres fonctions de l'organisation. Or, pour pouvoir construire les tableaux de bord à leur convenance, il faut au préalable comprendre leur activité. Il faut au préalable comprendre leur activité et donc voir quels sont les axes clés sur lesquels on veut analyser les choses concernant cette activité-là. Parce que c'est ça, vous pouvez monter le tableau de bord après, l'utilisateur du tableau de bord ne l'utilise pas. Parce qu'en principe, il ne retrouve rien dans le tableau de bord qui peut l'aider à son niveau. Donc, dans la prise de connaissance de l'activité et l'élaboration des axes d'analyse, en principe, lorsqu'on fait un tableau de bord, si c'est pour vous, forcément, il y a beaucoup de choses là que vous pouvez laisser parce que vous connaissez à votre activité. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre que vous montez, il y a des trucs qu'il faut que vous compreniez. Premièrement, quels sont les objectifs qui sont assignés au service, au département, à l'opérationnel, etc. Ou à même, si c'est pour vous-même, quels sont les objectifs qui vous sont assignés. Identifier les différents objectifs, service, du département, des opérationnels. Ressortir les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Identifier les rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels à produire. Parce que je dis pourquoi est-ce qu'il faut identifier les rapports à produire? C'est-à-dire la périodicité. Est-ce que c'est journalier? Parce que c'est ça qui va vous orienter pour savoir que dans le tableau de bord, il faut que pour telle information, qu'on soit capable de la voir de façon mensuelle, qu'on soit capable de la voir de façon hebdomadaire, qu'on soit capable de la voir de façon annuelle, ainsi de suite. C'est ça qui va vous orienter dans la base de données. Qu'est-ce que je dois avoir dans la base de données? Comme on va le voir dans l'ordre de la constitution. Parce que c'est tout ceci qui va vous orienter de comment vous allez structurer la base de données. On ne commence pas par structurer la base de données avant de venir. Non. Au préalable, on connaît déjà ce qu'on veut faire et on va dans la base de données. On sait que non. Si je dois analyser des informations de façon annuelle, il faudrait que j'ai une colonne des années dans ma base de données qui va me permettre de pouvoir analyser mes informations suivant les années. Si je veux analyser mes informations suivant les mois de façon mensuelle, il faudrait que dans ma base de données, j'ai une colonne des mois qui me permet de suivre mes informations de façon mensuelle. Et ensuite, maintenant, identifier donc toutes les informations récurrentes dont on a besoin de clients internes et externes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez une table de bord, le tableau de bord que vous construisez, il y a des informations que vous pouvez donc, que certaines personnes à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise peuvent avoir besoin. Je vais prendre un exemple très simple. Si je montre par exemple un tableau de bord de recouvrement des créances, dans le tableau de bord de recouvrement des créances, celui qui est à la trésorerie peut avoir besoin des informations qui viennent des créances. Parce que lui, pour pouvoir faire ses prévisions de trésorerie, il a besoin que je lui dise que voilà l'état des créances qu'on a. Voilà pour les clients qui nous doivent encore de l'argent. Pour ces clients-ci, les dates de paiement ou alors les dates à laquelle ils sont censés régler, c'est à quelle date. Et les informations donc, que je vais fournir donc, au responsable de la trésorerie va lui permettre donc, de pouvoir prévoir, donc, de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir, faire ses prévisions de trésorerie, sachant que, OK, à telle période, on a tel ou tel client qui doit nous régler. De la même manière aussi, pour celui qui fait, s'il fait un tableau de bord plus tôt, par exemple, maintenant un tableau de bord des engagements, là, toujours le gars de la trésorerie a besoin de savoir quels sont les engagements qu'on aura. OK, on aura il y a quelques fournisseurs qu'on a réglé à quelle période. Et lui, ça lui permet à son niveau de pouvoir donc faire ses prévisions entre ce qu'on est censé percevoir et ce qu'on est censé dépenser. Et là, ça lui permettra donc de savoir est-ce qu'il y aura un déficit de trésorerie ou il y aura un excédent de trésorerie. Vous voyez que donc, quand vous faites un tableau de bord, il faudra identifier est-ce que dans mon tableau de bord, ou dans le tableau de bord de la personne que je montre, est-ce qu'il y a des informations, qu'il y a certaines personnes à l'intérieur de l'entreprise qui ont besoin de ces informations-là. Et là, vous devez donc prévoir donc ces informations de telle manière que lorsqu'ils vont venir vous le demander, que vous soyez capable, grâce à votre tableau de bord, de leur donner cela.
Et le dernier point donc maintenant, c'est de pouvoir identifier donc ce qu'on appelle les axes d'analyse, les axes clés d'analyse. En principe, chaque fois que vous voulez faire un dashboard, posez-vous toujours la question, quels sont les axes sur lesquels on veut faire nos analyses? Quels sont les éléments sur lesquels on veut porter nos analyses? Je vais prendre un exemple pour vous expliquer. On va laisser l'aspect du clip. Je vais prendre un exemple très simple. Si moi, par exemple, je suis responsable de vente, on est responsable de vente, et qu'on vend nos produits, on a les familles de produits, c'est-à-dire nos produits sont répartis en familles de produits, et dans les familles de produits, on a les produits, et on vend dans les régions, et dans les régions, on a les différentes boutiques, et on utilise différents canaux pour pouvoir vendre nos produits. Maintenant, moi, en tant que responsable de vente, par rapport aux besoins de ma hiérarchie ou alors de mes collaborateurs, je vais donc identifier quels sont les axes sur lesquels je dois porter mes analyses et par rapport à mes objectifs. Est-ce que la hiérarchie a besoin de savoir quelles sont les ventes, le chiffre d'affaires qu'on a fait par région? Tout dépend de ce qu'on a besoin de savoir en termes d'informations. Est-ce qu'on a besoin de savoir quelles sont les ventes qu'on doit, le chiffre d'affaires par région? Si c'est le cas, donc, avec la région donc, devient donc un axe clé d'analyse, un axe sur lequel je dois analyser mes informations. Donc, la région devient un axe d'analyse. Si on a besoin de savoir pour chacun des canaux de distribution, ça peut être peut-être qu'on utilise, par exemple, on fait des ventes en ligne, ça peut être par exemple qu'on fait des ventes directes. Est-ce qu'on a besoin de savoir pour chaque canal de distribution utilisé, on a besoin de savoir le chiffre d'affaires généré par chaque canal de distribution? Si c'est le cas, donc, le canal de distribution devient donc un axe sur lequel je dois analyser mes informations de vente. Est-ce qu'on a besoin de savoir le chiffre d'affaires généré par chaque famille de produits? Si c'est le cas, donc, famille de produits, la famille de produits devient un axe d'analyse, un axe sur lequel je vais analyser mes ventes suivant cet axe-là. Et maintenant, dans un axe, on peut avoir dans des sous-axes. Par exemple, ici, dans les régions, on a les boutiques. Donc, la boutique devient donc un sous-axe d'analyse pour la région parce que les boutiques sont inclus dans les régions. Je peux décider d'analyser mes ventes par région. Je me limite qu'à là. Mais par souci peut-être de comprendre mieux ce qui se passe au niveau des régions, je peux entrer dans les boutiques et analyser les ventes dans les boutiques. Donc, comme je dis, donc, à vous donc de savoir, par rapport au tableau de bord que je vais faire, quels sont les axes, les grands axes d'analyse, ou alors les sous-axes, ou alors, je peux dire de façon détaillée, les éléments sur lesquels doivent porter mes analyses. Je prends un exemple. Bon, là, je vais vous retourner la question. Si, par exemple, je vais analyser les stocks, si je vais faire le tableau de bord des stocks, quels sont les axes sur lesquels on peut analyser nos stocks? On peut faire analyser la gestion des stocks. On peut analyser nos stocks. Là, je vous laisse la parole. Voilà. Si je veux, par exemple, monter un tableau de bord de gestion des stocks, quels sont les axes sur lesquels on peut analyser les stocks? Oui, je peux essayer. Oui, allez-y. Alors, et la gestion de, enfin, si je dois présenter, si je comprends bien, si je dois présenter un tableau de bord pour la gestion de stock, quels sont les axes sur lesquels je devrais me reposer pour présenter et réaliser ou concevoir le tableau de bord? C'est bien ça? Oui, oui, voilà. Quels sont les axes sur lesquels on peut, oui, voilà. Il y a déjà, ça dépend déjà des entrées et des sorties de produits de stock. Oui, donc ça veut dire qu'après, il y a une analyse de stock par produit. Donc, on analyse voilà. le stock par. Ok, oui, il y a l'axe produit, oui. Voilà. Et essayer de présenter le produit ou les produits les plus demandés dans le stock. Les produits les plus demandés. Oui, bon, quand vous parlez des produits les plus demandés, là, vous êtes déjà dans le besoin d'information. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que, regardez, c'est là ce qui va vous permettre de savoir quel est le besoin. Par exemple, je prends un exemple très simple, c'est ce que je viens de dire ici. Ici, j'ai dit que l'axe, c'est la région. Là, je suis en train d'analyser un tableau de bord de vente. J'ai pris un axe région. Maintenant, sur la région, je peux me poser tant de questions. Je peux dire, par exemple, que quel est le chiffre d'affaires qu'on a généré par région? Quel est le chiffre d'affaires qu'on a généré, par exemple? Quel est le nombre de ventes qu'on a fait par région? Tu vois que là, c'est maintenant les besoins d'information sur cette axe-là. Donc, quand tu dis ici que tu aimerais savoir peut-être les quantités sorties par produit, là, tu vois que c'est l'information que tu as besoin sur cette axe-là. Il veut qu'on fasse la différence. Là, c'est l'élément sur lequel
on veut analyser. Et maintenant, par rapport à cet élément, tu peux avoir plusieurs besoins, ce qu'on appelle en principe des problématiques à résoudre par mentionnant cet axe-là. Par exemple, si je prends le cas des stocks, quand tu dis par exemple au niveau des stocks, je peux avoir par exemple, je prends par exemple les produits. Dans les produits, je peux avoir en termes de stock plusieurs informations à vouloir. Je peux dire que je vais uniquement les entrer au niveau des stocks. Les produits, par exemple, je vais avoir uniquement les quantités entrées. Les quantités entrées, c'est un besoin en termes d'information. Je peux dire que je veux uniquement les entrées en valeur de chaque produit. Là, tu vois que c'est une autre information que j'ai besoin de savoir dessus. Je peux dire que je vais avoir les sorties en valeur. Tu vois que là, c'est toujours sur les stocks de produits. Tu vois que là, c'est un autre besoin en termes d'information. Mais tout, l'élément central ici, c'est le produit. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, là, c'est l'élément sur lequel on veut avoir plusieurs besoins d'information. Maintenant, le besoin d'information, maintenant, c'est là où vous posez des questions, des problématiques, comme on va le voir par la suite. Donc, si je prends par exemple le cas des stocks, vous avez parlé de famille des produits. Ça, c'est un axe. On peut avoir même les produits, on peut avoir les familles de produits parce qu'il y a parfois des points de vente ou alors des marchés, des points de vente où les stocks sont repartis en plusieurs. Il y a les familles de produits, il y a les produits, parfois où les produits, les articles. Ensuite, il y a les familles de produits parce que parfois les articles, on les catégorise en familles de produits. Un autre élément, toujours sur les stocks. Je peux chercher à voir les stocks par quoi? Un autre aspect, c'est les magasins. Il y a des entreprises qui ont les magasins, non? Pas où chercher à voir le stock qu'on a pour chacun des magasins. Donc, une autre analyse peut être les magasins. Et là, dans les magasins, maintenant, je peux dire, OK, je vais chercher à savoir quelle est la quantité en stock, quelle est la quantité d'entrée qu'on a eu par magasin, la quantité de sortie qu'on a eu par magasin, le stock en valeur qui reste dans chaque magasin, ainsi de suite, en fonction de ce que j'aurai besoin en termes d'information. Donc, voilà un peu, je voulais prendre juste cet exemple-là. Donc, c'est très important ce que je dis. Parce que c'est ça qui va orienter tout ce qu'après vous allez faire. Parce qu'en principe, beaucoup de gens parfois construisent les tables de bord même sans passer par cette étape, c'est une aberration. Parce que c'est ça qui va orienter. Vous pouvez construire une table de bord, c'est pas utile à la personne. C'est pour il faut bien comprendre. Comme on a dit tout à l'heure, après, quels sont les axes sur lesquels on doit analyser. Et par la suite, comment on le voit sur ces axes-là, donc, voilà en termes de qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir comme information. Et là, je peux me poser la question, comme on a dit, les quantités en stock par magasin, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, en principe, on va parler dans des KPI. Les indicateurs clés de performance. Déjà, il faut savoir qu'en principe, un indicateur de performance, comme on a dit, c'est un élément qui permet de mesurer l'atteinte d'un objectif. C'est un élément ou une unité de mesure. Voilà, une unité de mesure de l'atteinte d'un objectif. Une unité de mesure de l'atteinte d'un objectif ou un élément qui permet de mesurer l'atteinte d'un objectif. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'objectif, directement pour pouvoir mesurer l'atteinte de l'objectif, on doit lui associer un KPI. Mais maintenant, en entreprise ou alors dans une activité, il y a beaucoup d'objectifs. Dans la gestion des stocks, on peut avoir beaucoup d'objectifs. Mais ce n'est pas tous les objectifs qu'on va décider de suivre. Parmi ces objectifs, donc, on va donc choisir les objectifs clés. Les objectifs importants, les objectifs qui sont ceux que sont les suites de bout en bout. Quand on parvient à les atteindre, on va atteindre de façon globale notre objectif sur cette activité-là. Et c'est donc ces objectifs clés-là qu'on va garder. Et à ces objectifs clés-là, on va les associer ce qu'on appelle les indicateurs clés. C'est pourquoi on parle d'indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés de performance sont les indicateurs reliés à des objectifs clés. Donc, on ne peut pas parler de KPI s'il n'y a pas d'objectif. Donc, indicateur de performance permet de mesurer un élément qui permet de mesurer l'atteinte d'un objectif. Indicateur clé de performance, c'est un élément qui permet de mesurer l'atteinte d'un objectif clé. Parce que ce n'est pas tout probable. Il y a une activité pour avoir 20 objectifs. Mais parmi les 20 objectifs, il n'y a que 5 qui sont prioritaires. Et c'est donc eux qu'on va donc décider de suivre. C'est pourquoi lorsqu'on fait une table de bord, vous devez donc identifier les indicateurs clés, les éléments clés. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une table de bord où vous avez 25 KPI.
Déjà que le tableau de bord, il ne faut pas le rendre tout flou. Ça d'avoir 25 KPI. Donc, vous choisissez uniquement les KPI importants. Maintenant, si il arrive qu'il y a plus de KPI importants et que ça va rendre le tableau de bord tout flou, comme on va voir par la suite, vous les scindez en KPI homogènes. Donc, en principe, les KPI qui vont dans le même ordre. Et là, vous aurez donc les différents rendus de votre tableau de bord. Donc, si on vient dans, comme j'expliquais tout à l'heure, dans les KPI, donc, on a deux grandes catégories. Bon, moi, je ne vais pas citer les types de KPI parce que dans les catégories, il y a plusieurs types de KPI. On va vous parler qu'il y a des KPI financiers, il y a des KPI de RH, il y a des ventes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les KPI de la productivité, ainsi de suite. Là, en principe, c'est le type de KPI qui existe. Il y en a plusieurs. Mais dans les... Bon, je peux dire la nature, je voulais dire en principe, c'est la nature des KPI qui existe. Mais dans les types de KPI qui sont catégorisés, en principe, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs de résultats. En principe, eux sont ceux qui vont te permettre de pouvoir rendre compte des résultats attendus. Ça, c'est les indicateurs de résultats. Ils permettent de rendre compte sur les résultats attendus. Par exemple, lorsqu'on parle du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires ici, en principe, c'est le KPI qui permet de mesurer quoi? Le niveau de vente dans une entreprise. C'est lui qui permet de mesurer le niveau de vente. Là, on dit que dans notre vente, dans notre chiffre d'affaires doit être de 10 000. 10 000, c'est pour mesurer bien sûr notre vente, notre niveau de vente. Bon, et on va voir plus loin que dans le KPI, il faut donc donner une cible, ainsi de suite. Donc, on a donc notre niveau de vente qui est donc évalué ici à travers le chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'on a le chiffre d'affaires, on peut donc savoir est-ce qu'on atteint notre niveau de vente ou pas. Ou alors, par rapport à la visualisation du chiffre d'affaires, on peut savoir si on tend bel et bien vers notre niveau de vente qu'on souhaite. Ça, c'est les indicateurs de résultats. Donc, ils rendent compte du résultat attendu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de levier de pilotage qui sont différents. Eux, ils permettent de voir si on tend bel et bien vers le résultat attendu. En principe, ils viennent donner une meilleure explication aux indicateurs de résultats. Je prends un exemple. Si vous dites par exemple que vous voulez avoir un niveau de vente de 10 000 et qu'à la fin, vous n'avez pas atteint les 10 000, c'est vrai. Vos axes d'analyse vont vous permettre de savoir à quel niveau on n'a pas atteint le chiffre d'affaires de 10 000. Par exemple, OK, on a dit que dans le niveau de chiffre d'affaires, c'est d'être de 10 000 qu'on a fait globalement. Vous n'avez pas atteint les 10 000. Le simple fait que dans les régions, vous avez plusieurs boutiques, vous pouvez savoir que non, c'est dans telle boutique qu'on n'a pas atteint ce chiffre d'affaires-là. C'est dans telle boutique qu'on n'a pas atteint ce chiffre d'affaires-là. C'est telle boutique qui cause le problème du fait qu'on n'ait pas pu atteindre 10 000. Là, c'est vrai. Mais vous n'avez pas d'informations pertinentes du pourquoi. Vous savez simplement que la boutique n'a pas atteint. Mais vous ne savez pas le pourquoi. C'est pourquoi, donc, pour parfois appuyer ces indicateurs de résultats, on a des indicateurs de pilotage. Les indicateurs de pilotage, c'est quoi? Par exemple, je prends toujours le même exemple. Si on avait associé, par exemple, au chiffre d'affaires, par exemple, des indicateurs tels que, par exemple, le taux de conversion des clients. Donc là, on peut dire, OK, si on n'a pas atteint notre chiffre d'affaires de 10 000 dans cette région, c'est peut-être parce que, ou alors dans cette boutique, c'est peut-être parce que tous les clients qui viennent dans cette boutique-là, ou tous les prospects qu'on parvient à capter dans cette boutique-là, on n'arrive pas à les convertir en clients. Et là, le taux de conversion client nous montre, parce que le taux de conversion du client peut-être dans cette boutique-là est extrêmement faible. Donc, le simple fait d'avoir le taux de conversion peut expliquer le fait qu'on n'ait pas atteint ce chiffre d'affaires-là. C'est vrai qu'on connaît que dans la boutique-là, on n'a pas atteint ce chiffre d'affaires, mais c'est parce que tous les clients qui arrivent, on ne parvient pas à les convertir les prospects qui arrivent, on ne parvient pas à les convertir en clients. De la même manière aussi, on peut avoir le pourcentage du client, le taux de nouveaux clients. Peut-être dans notre portefeuille, tous les clients qu'on a, c'est les anciens clients. Et les anciens clients qui ont acheté nos services ou alors nos produits et qui n'achètent plus nos produits. Mais on ne parvient pas à avoir de nouveaux clients. Donc, le fait qu'on n'ait pas de nouveaux clients peut expliquer le fait qu'on n'ait pas de chiffre d'affaires. Ou alors, l'augmentation, par exemple, du pouvoir d'achat, même des anciens clients, du panier d'achat. Les clients qu'on avait, peut-être les clients qu'on avait dans notre portefeuille, ces clients-là, on ne fait plus à ce que ces clients puissent acheter d'autres produits ou alors d'autres services de notre entreprise. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on fait tableau de bord, parfois, il faut associer à ces indicateurs de résultats, les indicateurs de pilotage qui vont permettre de pouvoir donner une meilleure explication à ces indicateurs-là. Et maintenant, lorsqu'on fait un KPI, lorsqu'on a un KPI, un indicateur de performance, comme on a dit, il doit être simple, clair, facilement compréhensible, mesurable, parce que c'est vrai, il y a des KPI qualitatifs.
Mais l'idéal, c'est que même quand vous avez un indicateur qualitatif, il faut faire absolument tout pour pouvoir mesurer ça, pour pouvoir lui donner un élément qui va permettre de mesurer qu'on a bien atteint cet objectif-là. Mais l'idéal, c'est d'avoir des KPI mesurables. Et à chaque KPI, donc, vous lui associez donc, voilà, à vos KPI importants, vous les associez une valeur cible. La valeur cible, en principe, c'est comme le référentiel de performance. Lorsque je dis que je vais mesurer mon niveau de vente, mon niveau de vente va être mesuré par le chiffre d'affaires. Là, je connais que l'indicateur de performance associé à mon niveau de vente, c'est le chiffre d'affaires. C'est bien beau, mais après, derrière, il faut lui donner un niveau de performance qu'on souhaite atteindre. Je vais atteindre le chiffre d'affaires de combien? Là, ça devient donc ma valeur cible. Je veux avoir un chiffre d'affaires de 10 000. 10 000 donc devient mon niveau de performance, devient donc mon référentiel. Ce qui fait que s'il n'atteint pas les 10 000, là, je dois chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas atteint les 10 000. Qu'est-ce qui se pose le problème? Mais après, si vous décidez seulement de mesurer les ventes, que vous ne mettez pas un niveau de performance, vous avez fait, si vous faites 100 francs, vous avez vendu. Voilà, mais est-ce que les ventes là, voilà, permettent de satisfaire vos exigences, permettent de satisfaire vos attentes? C'est quoi donc, par rapport à vos attentes, il faut donc mettre un objectif à vos différents KPI. Ok, donc maintenant, lorsque vous faites les KPI, donc, il doit y avoir une certaine harmonisation, une certaine organisation, une certaine cohérence avec les indicateurs de performance. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. On va donc l'importance des KPI. Pourquoi c'est important d'avoir des indicateurs de performance? Les indicateurs de performance, comme on l'a dit, permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs. Parce qu'un indicateur de performance, un objectif. Et on ne parle pas de KPI si on n'a pas d'objectif. Donc, il faut avoir les objectifs et associer dans les KPI. Le KPI, donc, c'est un élément motivateur. Parce que lorsque quelqu'un a ses objectifs, il connaît ses objectifs et qu'il a des éléments de mesure. Donc, seulement on voit ces KPI, c'est un élément de motivation. C'est un élément qui permet de pouvoir motiver cette personne-là. Si on dit à un commercial que là, il faut vendre, on ne lui dit pas combien il faut vendre. Le gars va aller dormir. Mais quand on dit qu'il faut vendre 10 000, et qu'il voit que non, 10 000 le mois-ci, on a mis moins, même pas encore vendu, même 1 000 francs. Sa tête commence à chauffer. Il doit y réfléchir les stratégies, comment il doit faire pour vendre les 10 000. Comme on a dit dans l'équipe, il y a aussi un élément qui permet donc de fournir des informations utiles à la prise de décision. Parce que, comme on a dit, le tableau de bord, c'est une synthèse de KPI. Lorsque vous avez un tableau de bord avec des KPI, cela permet d'orienter vos prises de décision. Le KPI, comme on a dit, c'est un élément qui permet de communiquer. Quand on dit qu'un tableau de bord, c'est un outil de communication entre les acteurs de l'organisation, c'est bien sûr à travers les KPI. Lorsque le responsable commercial ou alors le responsable de vente voit ces indicateurs de performance, c'est grâce à ces indicateurs de performance qu'il interpelle donc c'est les gens avec qui il travaille pour dire ok, à tel niveau, à telle région, ok, pourquoi dans telle boutique, pourquoi, quel est le problème que vous avez, je vois que c'est moi si vous n'avez pas atteint vos objectifs, ou alors je vois que vous n'êtes pas atteint, vous atteindre vos objectifs, vous êtes loin d'atteindre vos objectifs, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est par rapport à la visualisation de KPI, c'est ça qui permet donc de pouvoir interpeller donc les gens dont il a la responsabilité. Donc maintenant, comment donc ressortir les KPI? Comment donc identifier, comment donc ressortir les KPI? Comment on dit pour sortir les KPI? C'est tout ce qu'on a dit donc en haut. Il faut prendre connaissance de l'activité, élaborer les ordres d'analyse. Donc, quand on a dit prendre connaissance, c'est qu'il faut connaître les objectifs qu'on a, il faut donc savoir les axes sur lesquels on a porté nos analyses. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en termes d'information? Et c'est pourquoi j'ai dit ici, se poser toutes les questions possibles, donc ressortir toutes les problématiques possibles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comme information? Et là, ça revient donc à ce qu'on parlait tout à l'heure. Lorsque je connais les axes sur les stocks, je connais que sur les stocks, voilà ce qu'on veut. Ok, là, je dis, ok, par rapport au stock que je veux, par exemple, il faut que au niveau de mes stocks, je connaisse quelle est la quantité en stock qu'on a par famille de produits. Quelles sont les entrées qu'on a fait par famille de produits ou alors par produit. Quelles sont les sorties qu'on a fait. Peut-être aussi en valeur. Qu'est-ce qu'on a fait en termes d'entrée en valeur. Qu'est-ce qu'on a en termes de sortie. Parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir évaluer notre stock. Qu'est-ce qu'on a en termes de sortie. Si on a les magasins, quels sont les quantités en stock qu'on a en magasin, ainsi de suite. D'autres informations, il peut savoir quel est le temps d'écoulement qu'on a pour chaque article. Donc, quel est le temps que chaque article met en magasin avant de pouvoir se renouveler. Quel est le stock moyen qu'on a par article.
quelle est la vitesse de rotation de chaque stock. Donc, le stock est relevé combien de fois au courant de l'année. Voilà, donc en fonction de ça, donc, vous allez donc voir quelles sont les questions, quels sont les besoins d'information que vous avez. Et c'est donc ça que vous avez en termes de problématique. C'est en se posant des questions. Si j'ai talent, ça va pas dire, ou alors que j'ai encore fait dans chaque boutique, pour chaque région. Là, ce qui fait que quand j'ai le chiffre d'affaires qu'on a fait dans les régions, il faut que j'ai aussi ce qu'on a fait dans les différentes boutiques de ces régions-là. Là, ça devient donc. Voilà. Et maintenant, parmi les problématiques, comme on a dit, vous allez donc choisir celles qui sont prioritaires, celles qui sont indispensables à la réalisation de vos objectifs, celles qui sont voilà, prioritaires par rapport à vos objectifs. Et c'est donc les besoins d'information que vous allez choisir. Ils sont tels qui vont construire donc vos indicateurs de performance. Et ce travail, donc, pour le faire en brainstorming, pour les contrôleurs de gestion, ou alors si c'est pour vous-même, si c'est pour vous-même, vous connaissez vos objectifs, donc vous connaissez ce que vous avez besoin. Mais là, moi, je parle au cas si vous voulez monter le tableau de bord de quelqu'un d'autre. Il faut donc suivre cette démarche-là. On a pris, j'ai pris dans un exemple, pour une table de bord qu'on a montée, où là, c'est une table de bord d'un responsable de vente. Une entreprise ici qu'on appelle ici Cacao. Non, pas Sicako, c'est une entreprise qu'on appelle ici Sicam. Sicam, c'est une entreprise qui fabrique du fond dans du textile. Donc, c'était le tableau de bord du responsable de vente qu'on avait monté. C'était toujours dans la même démarche. Voilà. Et si vous avez, vous voulez plutôt monter le tableau de bord de quelqu'un, il faut aussi, comme j'ai dit, les rapports qu'ils produisent, voir ces fichiers, comment c'est structuré, essayer d'interpréter ces fichiers. Donc, on avait donc travaillé, donc c'est la même démarche que vous avez montée qu'on avait donc sorti ces indicateurs ici. Et je veux dire que lorsque vous avez plusieurs indicateurs dans un tableau de bord, après, ce n'est pas bon de chercher un tableau de bord. Vous pouvez donc le regrouper en indicateur homogène. On avait donc regroupé. Donc là, on avait donc le suivi synthétique des ventes. Là, c'était pour suivre, avoir une synthèse des ventes qu'il avait. Et là, donc, on avait donc ces indicateurs ici. On voulait avoir le chiffre d'affaires des différentes familles de produits, c'est-à-dire des grands axes au niveau des canaux, parce qu'il utilisait plusieurs canaux de distribution, et au niveau des régions. Et ensuite, donc, on voulait voir les performances des familles de produits. En principe, quel est le chiffre d'affaires des boutiques par famille de produits. En principe, comment sont comportées les familles de produits dans les boutiques. Comment sont comportées les familles de produits au niveau des régions. Ensuite, on avait donc un autre vue, parce que là, on appelle en principe, ces éléments, on appelle ça les vues du tableau de bord, en principe, les feuilles de rendu. Parce qu'un tableau de bord peut avoir plusieurs feuilles de rendu, plusieurs vues. Là, on avait dans la première feuille de rendu. Quand on parle de feuilles de rendu, on parle de feuilles Excel, parce que ce tableau, on l'avait fait sur Excel. Donc, dans la première feuille Excel, on devait avoir ce tableau de bord, celui-ci. Dans la deuxième feuille, on devait avoir celui-ci. Troisième, celui-ci. Quatrième, celui-ci. Et on voit que pour chacun, on a les objectifs qu'on voulait avoir. Et c'est les KPIs qui nous permettent d'avoir cet objectif-ci. On voulait avoir un suivi de vente. Voilà, au niveau du suivi de vente, voilà ce qu'on voulait avoir comme besoin d'information. Pour l'historique des ventes journalier, chaque fois, au jour le jour, on voulait avoir ces informations-ci. Voilà. Donc, voilà un peu. Et le cahier de charge, donc, comme je dis, lorsqu'on monte un cahier de charge, parce qu'il dit que la plupart du temps, vous n'allez pas peut-être, en tant que responsable, ce n'est pas vous qui allez réaliser le tableau de bord. Donc, vous pouvez donc faire un cahier de charge à quelqu'un qui va dans le réaliser. Ça peut être un de, voilà, quelqu'un qui est en dessus de vous, votre N-1 ou N-2, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, on a donc, dans le cahier de charge que vous montez, c'est le cahier de charge de tableau de bord vous permet d'avoir le type de tableau de bord que vous voulez, les problèmes à résoudre, les vues proposées. Les vues proposées, en principe, c'est les feuilles de rendu du tableau de bord, les objectifs de la feuille de rendu et les informations contenues dans la vue. Par exemple, pour ce tableau de bord de vente, voilà par exemple le cahier de charge qui était monté. On a donc le type de tableau de bord, qui est tableau de bord de vente. Et quel est le problème pour le tableau de bord de vente? Quel est l'objectif global du tableau de bord qu'on voulait monter? C'est d'avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires généré par les ventes. Et pour ça, on avait donc 4 vues proposées. Et nous permet donc, on peut dire 4 sous-objectifs. On voulait avoir un suivi synthétique des ventes, un suivi des performances des familles de produits, suivi des ventes et une historique, suivi de l'historique des ventes. Et pour la vue proposée, voilà son objectif ici. J'ai dit tout à l'heure. Et dans le contenu, donc, on avait donc, voilà le contenu, ce qu'on devait mettre à l'intérieur. On devait avoir des segments, on devait avoir, voilà. Et plus loin, vous pouvez faire même ceci et matérialiser même ça en dessinant. Vous pouvez donc matérialiser ça en dessinant.
souvent ce qu'on appelle, si vous, dans le jargon des tableaux de bord, ou alors des rapports, on appelle ça souvent le canevas. Donc, vous pouvez monter dans un canevas, un modèle, voilà, avec des schémas. Okay. Ici, tu vas mettre ça, ici, tu vas mettre ça, ici, tu vas mettre ça, ici, tu vas mettre ça. Ça fait que le gars, qu'il prend, s'il est bon sur Excel, s'il est bon sur PowerBI ou n'importe où, tout ce qu'il a fait, c'est de réaliser. Parce qu'il connaît tout ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, la partie concernant dans les tableaux de bord. Voilà. Donc, dans la réalisation, on a dit qu'on peut utiliser plusieurs outils pour pouvoir le réaliser. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Je pense que c'est terminé avec la présentation de la partie conception. Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, c'est bon. Ok. S'il n'y a pas de questions, on entre dans la... On entre dans l'autre partie. On entre dans l'autre partie qui est donc la construction. Lorsque vous avez fait donc ça, pour construire donc, parce que c'est ça qui oriente ce que vous aurez dans votre table de bord. Andy vous a présenté le tableau de bord tout à l'heure. Je vais le prendre un peu le tableau de bord ici. Voilà, ceci. Ok, ça c'est le tableau de bord. C'est ça, c'est le tableau de bord du net. Hein. Voilà, vous pouvez le retrouver sur le net. Maintenant, je peux vous montrer. C'est vrai qu'on peut vous montrer d'autres tableaux de bord que nous, on a monté. On a monté tous les jours. Donc, ça c'est le tableau de bord sur le net. Donc ici, pour avoir ça, il y a une base de données. Voilà la base de données ici. Donc, la première chose qu'on a dit, lorsque vous avez déjà fait la conception, il y aura dans votre tableau de bord. Et ça qui oriente donc le contenu de votre base de données. Là, on est déjà dans la construction. Ça veut dire quoi? Que si je sais que je vais analyser, par exemple, ici, on a les informations ici, en termes de vente. On a les ventes ici. On a les ventes, on a les coûts générés, on a les prix unitaires, on a le total du revenu, on a le total de coût au niveau des produits, on a le profit généré. Là, si je sais que je veux analyser mes ventes suivant les régions, je ne sais pas quoi, parce que le profit fait par chaque région, ou alors les ventes, ou alors les quantités vendues pour chaque région. Il faudrait que dans ma base de données, j'ai une colonne région. Okay, c'est pourquoi il y a une colonne région ici. Une colonne pays, une colonne en fonction du type de item, du canal de vente, l'ordre de priorité, la date, le mois. Là, ça me permet d'analyser mes informations suivant les périodes que je veux. Est-ce qu'il va analyser suivant les mois, suivant les années, ainsi de suite. Et là, j'ai donc ici la partie des quantités, le prix unitaire, le coût unitaire, le total de revenus qui est calculé, le total des coûts et le profit. Donc là, j'ai la base de données. La première chose, lorsqu'on va commencer déjà dans la construction, c'est déjà comment il faut bien comment structurer une base de données. Parce qu'en principe, beaucoup de professionnels ne savent pas structurer la base de données. Beaucoup ne connaissent pas structurer une base de données. Et quand je regarde la base de données, ça c'est une base de données qui a été extraite à partir d'un ERP ou alors à partir d'un logiciel. Si vous allez voir la plupart des logiciels et la plupart des ERP sur lesquels vous faites des logiciels ou des logiciels, là où vous faites l'extraction, dans la structuration des bases de données, on doit avoir chaque colonne, qu'on appelle encore dans le langage technique, les champs, on doit avoir la même information uniforme. C'est-à-dire quoi? Si je dis que c'est la colonne des régions, je dois mettre uniquement les régions à l'intérieur, pas quelque chose d'autre. Uniquement les régions. Si je dis que c'est les pays, c'est uniquement les pays ici, pas quelque chose d'autre. Si je dis que c'est uniquement le canal de vente, c'est uniquement le canal de vente que je mets ici. Si je dis que c'est uniquement l'ordre de priorité, c'est uniquement l'ordre de priorité que je mets ici. Pas autre chose. Si je dis que c'est les dates, c'est uniquement les dates. Et ça doit être dans le même format. Quand il dit le même format, ça veut dire quoi? Si j'ai un format de dates ici, je mets au même format. Ça, c'est la première des choses qu'on structure des bases de données. Quand je parle de bases de données, je parle de bases soit des bases de données de collecte d'informations. Et dans les bases de données, on ne fusionne pas. On ne fusionne parce que les professionnels sont champions pour fusionner. Un peu veut fusionner. On ne fusionne aucune cellule, pas de fusion. On fusionne, c'est dans les feuilles de rendu. Quand il parle de feuilles de rendu, ça peut être des feuilles de rendu du dashboard ou alors les feuilles de rendu du rapport. Parce qu'on fusionne pour rendre beau. Ici, dans le dashboard que la personne a fait ici, on pourrait fusionner les cellules. Parce que là, je vais rendre beau. C'est la feuille de présentation. C'est la feuille de mon dashboard où je présente mes KPI
que je peux fusionner pour rendre beau. Mais les feuilles de collecte d'informations qui sont les bases de données, on ne fusionne pas. Aucune fusion. Pas de fusion. Pas de ligne de Toto. Pas de ligne de Toto parce que, comme on va le voir plus long, les tests, ils le font déjà. Pas de ligne de Toto. Pas de ligne de sous-Toto. Les tests, les faits, pas de ligne de Toto. Pas de ligne de Toto. Pas de colonne de Toto. Pas de colonne de Toto. C'est une colonne que peut-être vous allez l'utiliser. Pas de ligne vide. Parce que moi, c'est un qui met quelque chose. Après, il saute une ligne. Après, il saute une ligne. Pas de ligne vide. Pas de colonne vide. Voilà. Et vos en-têtes doivent avoir des libellés bien précis. Ce que je dis est extrêmement important. Extrêmement. Tous les dashboards que vous allez voir, n'importe quoi que vous allez voir tout que c'est structuré comme ça, la base de données. Vous n'allez jamais voir une base de données qui n'est pas structurée comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ont les bases de données où ils collectent les informations, où ils saisissent les informations, évitez de fusionner les cellules là-bas. Évitez de laisser les lignes, sauter les lignes non. Une base de données doit être comme celle-ci que vous voyez là, comme ça. Ça doit être comme ça. Voilà. Et là, avec même simplement même les 5 TCD déjà, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Et même avec les TCD, uniquement pour avoir les informations que vous voulez. Bon, pour certains cas, pour avoir les informations que vous voulez. Donc, je voulais d'abord poser ce jalon-là qui est très important. Très, très important. Allô, vous me laissez placer un mot, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Je souhaiterais apporter quelques petites précisions par rapport à ce que Steve a dit. Il a parfaitement raison. Il a entièrement raison et c'est très, très, très important les informations qu'il vient de partager avec vous, notamment concernant la conception des bases de données. C'est extrêmement important vu qu'elles définissent entièrement la structure même de votre dashboard. Dès que la base de données est biaisée, dès que nous avons des doublons au niveau de la base de données, immédiatement, le résultat qui est issu de cette base de données devient caduque, devient obsolète. Donc, il est vraiment très, très important. Je vous le dis et je vous le répète, c'est primordial pour vous de structurer efficacement et intelligemment votre base de données. Je vais vous présenter un exemple de base de données que j'ai conçu dans le cadre de la conception d'un outil d'automatisation. Et vous allez voir en fait comment est-ce qu'on structure de façon manuelle, de façon vraiment pratique une base de données. Cette base de données est une base de données qu'on a téléchargée voilà, sur Internet. Mais là, je vais vous montrer une base de données qui provient de données qui sont censées être réelles, de données qu'on a conçues par nous-mêmes. Et vous allez voir maintenant que d'une base de données à une autre, c'est-à-dire qu'elle a été téléchargée sur Internet ou que nous l'ayons conçue nous-mêmes, la structure globale reste la même. Et une base de données peut être faite en plusieurs tables. Et ça, c'est par rapport à ça que je souhaitais revenir, c'est par rapport à ça que je souhaiterais apporter un peu plus de précision. Lorsqu'on met en place une base de données, on peut avoir plusieurs tables. Et ces tables dépendent en fait des informations que nous envisageons partager dans le dashboard en question. Donc, je vais récupérer une base de données ici et je vais vous la présenter. Voilà. Ceci, c'est une base de données dans laquelle on a plusieurs tables et je vais vous expliquer de façon pratique comment est-ce que chacune de ces tables a été structurée. Vous allez vous rendre compte immédiatement que, bon, contrairement à ce que Steve a dit, moi, j'ai réalisé des fusions.
Mais la fusion est réalisée dans un sens précis. La fusion est censée déterminer la table sur laquelle les données vont être insérées, mais n'interagit pas directement avec la base de données. Je m'explique. Nous avons la base de données qui présente ici les différents champs dans lesquels les informations vont être insérées. Mais cette zone qui a été fusionnée en question n'est rien d'autre que le libellé de la table qui reçoit ces données. Donc, vous pouvez avoir une base de données qui est composée en fait de plusieurs diverses tables. Et généralement, les tables d'opération, les tables qui récupèrent, les tables de collecte de données sont souvent des tables secondaires. Ce sont des tables qui ont des clés secondaires, c'est-à-dire qu'on utilise en fait ces tables-là pour récupérer plusieurs données et elles admettent généralement des doublons. Par contre, nous avons des tables dites primaires qui, elles, n'acceptent pas en fait de doublons, qui, elles, ne tolèrent pas l'insertion de doublons. Et nous avons dans ce sens-là, par exemple, la table suivante, la table opérateur. Dans la table opérateur, vous ne verrez absolument pas de doublons parce que lorsqu'on va vouloir faire, par exemple, des liaisons entre diverses tables, il ne faudrait pas que dans la table primaire, on ait des doublons parce que cette table-là doit être identifiée, les informations introduites dans cette table doivent être identifiées par rapport, en tout cas, doivent être identifiées dans la seconde par rapport à celle-là. Du coup, si elle déjà conçoit, c'est-à-dire si dans la constitution de la base de données, nous avons des doublons, là, ça crée automatiquement des erreurs, ça crée automatiquement des confusions. Et quand vous allez utiliser, par exemple, des outils comme Power BI ou les Power Pivot, Power Query et consorts, ils vous renvoient souvent l'erreur suivant laquelle nous faisons, vous tentez de faire une connexion de tables plusieurs à plusieurs. Et généralement, c'est souvent des erreurs dues au fait de ne pas avoir des tables primaires. Et ça, on reviendra là-dessus peut-être au cours d'un prochain training, au cours d'une prochaine formation. On va aborder ces détails-là de façon beaucoup plus pointue, de façon beaucoup plus pertinente. Mais vous devez concevoir, vous devez garder à l'esprit que dans votre conception de tableau de bord, la base de données ou les différentes tables constituant vos bases de données doivent se scinder en deux types, deux catégories. Les tables primaires qui récupèrent toutes les informations de façon unique et les tables secondaires qui sont, elles, justement, les tables de récupération de données, les tables de collecte de données. Par exemple, nous avons ici Western Union qui en elle-même est une table primaire et ensuite on a plusieurs autres opérateurs, donc MoneyGram, RIA. Par contre, lorsque nous allons venir ici, nous sommes tentés, nous aurons plusieurs fois certains de ces opérateurs qui vont se répéter. Et là, il n'y a pas de problème parce que juste à partir de ces informations-là, nous pouvons déjà constituer avec un TCD nos tableaux de bord qui vont directement extraire. Mais il arrive qu'on n'ait pas forcément à utiliser un TCD ou c'est-à-dire que le TCD ne suffise pas en fait à répondre à notre problématique. Et c'est à ce niveau-là qu'il est très, très, très important d'avoir des tables primaires pour non seulement faciliter la saisie de données, parce que devoir réécrire Western Union, MoneyGram, à chaque fois, ce n'est pas toujours interactif, ce n'est pas toujours intéressant. Donc, ne serait-ce que pour faciliter le data entry, l'insertion des données, il est déjà bien de constituer une table primaire qui, elle, ne prend que des éléments uniques. Ensuite, cette table primaire maintenant va alimenter une deuxième table qui est la table dite secondaire de collecte de données. Et donc, c'est un principe que vous devez absolument intégrer, qu'il est très important d'intégrer pour faciliter simplement le suivi des opérations. Parce que dès lors que vous avez des doublons dans votre table de données, dans votre base de données, le tableau de bord, il est parti pour être caduc, il est parti pour être très, très difficile à mettre en place. Surtout si vous voulez utiliser Power Query et Power Pivot pour consolider les dites bases.
C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Moi, je voulais demander si, puisque avant, selon la présentation de M. Steve, enfin, pour le truc, il y avait les informations qu'il a générées sur son dashboard étaient parties d'une seule table. Je voulais savoir s'il fallait faire, comment dirais-je, plusieurs tables et plusieurs tableaux de bord. Mais ce que vous avez présenté maintenant, on a vu qu'en fait, sur une seule base de données, on peut avoir plusieurs tables qui vont être générées sur le rapport final qui est le tableau de bord. Oui, oui, en effet. Bon, ça, je vous le dis, techniquement, c'est une astuce de développeur. Pourquoi? On cherche en fait à optimiser au maximum le classeur Excel. Excel, c'est 1 million et quelques de colonnes, de lignes, donc 1 048 256 ou je ne sais plus trop de lignes sur 16 000 colonnes. Donc, ce serait une aberration en fait de créer pour chacune des tables ou pour chacune des structures de données, en fait, de créer une feuille. Non seulement ça alourdit énormément le classeur parce qu'une feuille vide, même vide, a un poids. Donc, une feuille vide alourdit le classeur, mais en plus ralentit en fait la récupération de données. Donc, pour maximiser l'usage de la feuille, pour maximiser l'usage des informations, qu'est-ce qu'on fait alors? On concentre la feuille on concentre plutôt les données sur une seule feuille, mais on les décale en fait d'interligne. Et en programmation, moi j'utilise surtout cela en programmation. Vous allez voir, il y a une sorte de règle qui a été mise en tête. En fait, ce sont ce qu'on appelle des index. Donc, on utilise ça en fait pour récupérer des informations souvent lorsque je mets en place des procédures paramétriques. Ça me permet de ne pas avoir à nommer de façon, à nommer en dur, par exemple, une zone ou une colonne. Je donne l'exemple, par exemple, de la colonne AW. Au lieu de nommer directement la colonne AW, je peux nommer la colonne I49, I plus 47. Si je pars du principe que, par exemple, I porte la valeur 2. Donc, on va nommer la feuille, mais on va nommer la colonne, on va nommer l'élément sans pour autant forcément voilà, l'utiliser, le taper en dur. Ça, c'est des astuces de développeurs. En tout cas, peut-être au cours de notre training, on va revenir sur ces petits détails-là. Mais ce que vous devez comprendre de façon vraiment très, très pertinente, de façon et que vous devez mémoriser, parce que c'est très important, c'est qu'une seule feuille peut constituer une grosse base de données, parce que subdivisée en plusieurs tables. Une seule feuille Excel peut constituer une grosse base de données. Donc, ça va vous permettre en fait d'optimiser au maximum votre classeur. Je vais vous montrer encore un autre exemple. Et là, ça vous permettra de mieux comprendre en fait ce que je suis en train de présenter. Là, c'est un outil qui a déjà été conçu, qui est finalisé. Un instant, hein. OK. OK. Voilà. Par exemple, au niveau de cette base de données, nous avons plusieurs tables diverses. Donc, on a déjà une première table ici pour l'édition des clients et des fournisseurs. On a ensuite une table pour la gestion de stock. On a ensuite une table pour la gestion de stock. Cette table gestion de stock est divisée maintenant en 3 sous-autres tables. Donc,
on a une première table de collecte pour la gestion du stock en question. On a une table pour la gestion des familles d'articles. Et on a ensuite une table pour les sorties de stock, les sorties de produits ou les retours de marchandises, comme vous pouvez le voir par exemple. On a ensuite une autre table pour la gestion des événements qui, elle, n'est pas remplie. Puis, on a une table pour la caisse. Cette caisse en question regroupe toutes les informations liées à l'approvisionnement, aux diverses autres informations, en tout cas aux diverses autres entrées qui sont opérées par rapport à la base de données ainsi qu'aux diverses sorties. Parce que non seulement vous avez les entrées, mais vous avez les sorties de stock et les autres dépenses d'exploitation. Donc, cette même table, en fait, cette même base de données regroupe déjà plusieurs diverses tables totalement renseignées. On a ensuite les différents types de dépenses et ces types de dépenses sont naturellement utilisés lorsqu'on veut alimenter, par exemple, la caisse pour spécifier en question la dépense qui a été effectuée. Donc, si je viens ici au niveau des approvisionnements et que je cherche une sortie, voilà, on a une sortie de stock. On a l'élément qui a été sorti, donc la famille d'articles. Famille d'articles, comme vous pouvez le voir, qui se répète ici. Donc, on a famille d'articles 3 qui se répète plusieurs fois. Or, un peu plus haut, nous avons une table ici dans laquelle la famille d'articles est indiquée de façon unique. Donc, ça constitue une clé, une table primaire pour la deuxième table que nous venons de voir plus tôt. Ensuite, nous avons la table des commandes qui elle-même est la super table secondaire dans laquelle nous avons maintenant toutes les commandes effectuées au cours de la période. Et vous pouvez le voir, le dashboard, en fait, je dis le dashboard, la base de données s'étend sur près de, soyons fous, près de 450 colonnes. Certes, toutes les colonnes ne sont pas utilisées. On a mis volontairement des espaces pour pouvoir voilà, garder une certaine lisibilité, mais on a quand même exploité 450 colonnes pour alimenter la base de données subdivisée en plusieurs sous-tables. Et c'est elle qui permet maintenant de donner accès à ce dashboard multi-interface, multi-ligne. Donc, on a plusieurs axes d'analyse qui ont été abordés. Quand vous prenez par exemple l'analyse globale, c'est, je vais voir, voilà, quand vous prenez par exemple l'analyse globale, c'est le menu commande qui a été exploité. Mais ce menu maintenant, cette base de données, cette table maintenant a alimenté plusieurs autres sous-tables, en tout cas plusieurs autres sous-onglets du tableau de bord. On a l'analyse du chiffre d'affaires, on a l'analyse des quantités vendues, on a l'analyse des statistiques par produit, et ces statistiques par produit proviennent toujours de la table commande. Mais cette table commande est alimentée en fait par toutes les autres tables primaires et secondaires qui lui précèdent. Et enfin, on a la table, par exemple, Supply Chain Value, qui, par contre, utilise la base de données des approvisionnements, donc la table approvisionnement et la table gestion de stock pour présenter les diverses analyses liées. Donc, on a la table gestion de stock et la table caisse qui, elle, alimente la Supply Chain Value. Donc, voilà comment déjà la structuration, la simple structuration des différentes tables vous permet d'avoir une idée globale de votre tableau de bord et ensuite maintenant de la structurer au mieux pour avoir les informations dont vous avez besoin. Ceci dit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme Andy l'a dit, voilà. Donc, quand on parlait de ne pas fusionner les cellules, on parlait de fusionner les cellules de la base de données. Pour le titre, vous pouvez mettre un titre, vous pouvez fusionner un titre, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle de fusion, on parle de fusionner la base de données où il y a les données. Voilà, donc, mais après, vous pouvez fusionner si par exemple, je vais partager mon écran. OK.
Ok, là, vous avez mon écran. Ok. Donc là, par exemple, si ici au-dessus, il y avait un titre là, je pourrais insérer une ligne ici, là, je fusionne au-dessus là, sans problème. Mais quand on parle de fusionner, c'est où il y a les données, la base de données ici. C'est où on ne fusionne pas. Ah, mais après, et maintenant, le choix de mettre plusieurs tables, plusieurs bases dans une même feuille, ou alors plusieurs feuilles, à vous le choix. Alors, à vous le choix. Vous pouvez décider de mettre ça sur une seule feuille, ou alors à vous de structurer. Ok, donc on va continuer rapidement. Donc, comme je disais, donc, là, c'est ce qu'on a dit, c'est très important, ce qu'on vous montrait tout à l'heure dans l'association des bases. Maintenant, on va entrer dans les TCD. Bon, je pense qu'on va prendre la pause à midi. Midi 00. On va prendre une pause de 30 minutes, non? 30 minutes, Andy. Oui. 30 minutes, oui. On va prendre une pause de 30 minutes. Et après, on va revenir pour continuer. Donc, on va commencer par les TCD. Et je suggère qu'on va faire les TCD en faisant directement, en préparant directement les éléments de ce dashboard aussi. Donc, on va préparer au même moment les TCD pour le dashboard. Au même moment, je vais vous expliquer les TCD directement. Ça nous permet aussi de gagner directement aussi en temps. Donc, je vais vous envoyer le fichier. Je pense que j'ai pris le fichier. Vous envoie le fichier de cette même base de données. Parce que ce fichier, vous ne pouvez pas l'exploiter. Vous ne pouvez pas l'exploiter, cette base de données. Parce que le fichier est dans le Teams. Le fichier est déjà dans le Teams. Non, oui, les dates ne sont pas cohérentes. Non, j'ai répété. Les dates ne sont pas cohérentes. OK. Si vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir le format des dates n'est pas cohérent. Donc, ça, c'est un fichier. C'est un anglophone. Mais ici, le format des données n'est pas pouvoir l'exploiter. Il va voir ça comme du texte. Ça ne sera pas facile d'utiliser. Donc, ce que je vais faire, j'ai recruté le fichier. Donc, je vais vous le renvoyer, le fichier uniquement de la base. Donc, je pense, je vais mettre. Bon, je vais charger un fichier. Donc, je vais prendre. Donc, c'est la même base, hein, sauf que j'ai juste touché les dates. Allô? Vous écoutez, vous me suivez? Allô? Oui, mais on avait perdu ton micro. Allô? Oui, allô, on avait perdu ton micro. Ok. Là. Ah, ok. Je suis en train de charger le fichier. Vous avez mon écran, hein? Oui. Je ne sais pas si ça a téléchargé l'outil. Quoi, c'est là? Ok. Voilà la base. Donc, base de travail. Donc, vous pouvez l'utiliser. C'est bon, non? Ok. C'est bon, tout le monde peut avoir accès au fichier, non? Dans fichier, vous allez télécharger le fichier. C'est bon, non, Andy? Vous allez dans le fichier, vous Oui. prenez le fichier. Ça fait que tout le monde va travailler dessus. Voilà le fichier, ce que je viens de mettre. Voilà, vous allez dans le fichier, vous prenez le fichier. C'est bon, vous avez mon écran, non? C'est bon, non? Tout le monde a pu télécharger le fichier. Télécharger le fichier. Non, non, pas encore. Vous pouvez ouvrir en fait le fichier sans ne pas le télécharger nécessairement. Vous cliquez sur les 3 points et Non, vous faites je préfère qu'il télécharge. ouvrir dans l'application Excel. Je préfère qu'il télécharge. Je préfère qu'il télécharge. OK. Là, ils vont regarder. Je préfère qu'il télécharge. Là, ça va les servir à la même. On clique sur les 3 points et on va faire comment? Ouvrir dans l'application Excel.
Vous allez sur télécharger, non? Vous allez dans le Teams. Là, vous allez dans Fichier et vous prenez le fichier. Voilà le fichier, vous allez vous le télécharger. Les 3 points et vous allez sur télécharger. Ok. Vous allez sur télécharger. C'est bon, dès que c'est bon pour tout le monde, vous dites, dès que c'est bon, on continue. Dès que c'est bon pour tout le monde, on continue. D'accord, on est en train de télécharger. Ok. Steve, Ok. Dès que c'est bon, on continue. Steve, pardon, c'est pas bon à mon niveau, je ne sais pas pourquoi. Tu as cliqué, ça fait quoi? Regarde, tu vas juste dans le fichier, non? Ici. Dès que tu es dans, il y aura dans publication, tu vas dans fichier, tu fais le clic droit, tu cliques sur les 3 points ici. Les données, base, données, travail. 3 points, tu cliques sur télécharger, c'est tout, ça va télécharger. Fichier, clic droit, c'est ça? Oui, tu vas sur fichier, pas le clic, je n'ai pas dit tu fais le clic droit. Tu te mets sur le fichier, voilà, ça base. Regarde, tu as mon écran, non? Regarde mon écran. Regarde ce que j'ai fait sur l'écran. Voilà les 3 points. Tu te mets, dès que tu mets les 3 points, ça va 3 points. Tu cliques sur les 3 points là. Tu vas sur télécharger. Tu vas sur télécharger. En attendant que tout le monde soit au même niveau, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur Andy, Oui. en voulant ouvrir le fichier après avoir téléchargé, ça m'est désolé, nous avons trouvé un problème dans le contenu de la base de données travail. Mais nous pouvons essayer de récupérer. Voilà. Est-ce que c'est à cause de l'antivirus ou bien quoi? Ce que nous allons faire, vous allez partager votre écran, nous allons débloquer le Oui, il faut problème. partager votre écran. Partage ton D'accord. écran là. Je fais tout de suite partage, autre, partager, ok. Écran, fenêtre. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, et là, vous voyez le truc Excel? Oui, c'est bon. Ok, je clique sur oui, c'est ça? On n'a pas accès, je n'ai pas accès, j'ai votre écran, mais je n'ai pas accès au classeur Excel. Ok, je comprends, c'est le mode de partage alors. Oui, partagez tout votre écran. Vous partagez entièrement. Écran complet. Voilà. Là, c'est bon, je crois. Alors, voilà. Ok. Quand tu ouvres, on a dit quoi? Ferme d'abord, ferme le fichier. Ferme d'abord le fichier. Ferme d'abord le fichier. Ferme la boîte là qui s'est ouverte là. Ferme le fichier. Va un peu C'est là bon. où tu as téléchargé le fichier. Tu fais le clic droit. Là où il y a le fichier là, va dans téléchargement. Tu fais le clic droit sur le Ok, fichier. là où il y a le fichier, d'accord. Téléchargement. Non, ferme. Tu n'as pas encore fermé. Tu n'as pas encore fermé. Il voit le fichier. Il voit Excel ouvert. Le fichier est ouvert. Ok, c'est bon. Ferme-le d'abord. Ferme d'abord sur la fenêtre qui sort. C'est fermé déjà. Va dans téléchargement. Va dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans téléchargement. C'est bon? Non, pas par là-bas. Si tu cliques, ça va ouvrir là-bas. Oui, voilà. Ok, fais le clic droit sur le fichier. Fais le clic droit là. Fais un peu le clic droit sur le fichier là. Va sur propriété. Fais le clic droit. Propriété. Va sur débloquer. Coche débloquer. Coche débloquer. Coche débloquer. On va débloquer loin en bas là. Coche ça. C'est fait. Mais ok. Je peux ouvrir? Ouvre maintenant. Ouvre. C'est bon là? Ok, faites fermer. J'ai rien. Hein? Non. Il y a donc une erreur. Il y a une erreur au niveau du fichier. Est-ce que les autres ont le même problème? Moi, c'est bon. Ferme encore, tu ouvres. Ferme encore, tu ouvres. Moi, je n'ai pas pu télécharger. Hein. Bonjour Steve, est-ce que tu peux nous envoyer le fichier par mail? Bien, Andy. Ouais, je vais vous le transférer par mail. Oui, c'est mieux. Ça me donne toujours. Enfin, ça signale toujours le même souci. Hein. Vous avez téléchargé. Mais quelqu'un peut l'ouvrir, non? Quelqu'un peut ouvrir le fichier qu'il y a envoyé là, non? Ou bien l'envoyer directement sur le groupe, c'est plus simple. Voilà, en effet. Envoie directement dans quoi? Mais il y a un fichier, enfin, il y a un truc OneDrive là, je sais pas, j'essaye savoir. Un instant, je vais déposer le Envoie le fichier. groupe WhatsApp, non? Je vais déposer le fichier dans le groupe WhatsApp. Envoie le groupe WhatsApp. Je vais déposer le fichier dans le groupe WhatsApp. Comme ça, tout le monde pourra y accéder facilement. Ok, donc j'arrête le partage alors. C'est bon, je l'ai envoyé dans le groupe WhatsApp, moi. Ok, d'accord.
Ok, d'accord, super, ça marche. Je pense qu'on va prendre la pause. Immédiatement, on va prendre la pause de 30 minutes, le temps que chacun ouvre le fichier. Et Andy, Oui, 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 c'est bon, ça peut aller. donc confirmez-nous si vous avez pu télécharger. C'est bon pour moi, hein, c'est bon, j'ai pu ouvrir le fichier, j'ai téléchargé. Ok. J'ai aussi téléchargé à partir de WhatsApp. Ok. Sur WhatsApp. Moi, je suis dans le groupe de WhatsApp, mais j'ai pas pu télécharger le fichier. Donc, je ne sais pas si c'est le bon groupe ou pas. Vous êtes dans le groupe automatisation des dashboards avec VBA Excel. Oui, affirmatif dans ce groupe-là. Automatisation des dashboards avec le VBA Excel. Oui, c'est ça. Mais tu ne vois Non. pas le fichier. A Non, non. priori, vous devez pouvoir télécharger le fichier. Non, je ne le vois pas. Je fais la mise à jour, mais je ne le vois pas. Vous l'avez ajouté directement à la discussion? Oui, Oui, directement. Maman, il voit tout le monde voit le fichier. Qu'est-ce que tu as le groupe là? Mais je te vois à haut. Tu es à haut, je te vois. D'accord. Moi-même, j'ai le même souci que l'ami. Je n'arrive pas à télécharger. Bon, je peux télécharger sur le téléphone et envoyer par Non, il vous suffit simplement normalement de faire enregistrer sous et vous avez le fichier. Vous faites enregistrer sous et puis le fichier c'est enregistré sur un disque, en tout cas une partition de votre disque. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider en faisant une réponse directement sur le fichier avec mon nom, s'il vous plaît? Ah, ok, d'accord. Attends. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est quel nom, s'il vous plaît? Kwasi, Kwasi. Marie Bernard. Monsieur Andy, vous voyez? Un instant, Ok, oui, oui, c'est parce que donc là, ça c'est lié à votre connexion en fait. D'accord. OK. Ça c'est lié à votre connexion. Dès que le téléchargement du fichier, voilà, vous faites télécharger. Dès que le téléchargement du fichier sera effectif, vous faites ensuite enregistrer sous. OK, d'accord. Il n'y a pas de souci, je gère ça. Ok. C'est bon, ceux de WhatsApp ont pu télécharger. Oui, oui, oui. Bon, moi, j'ai pu télécharger à partir de WhatsApp. Ok, ça marche. Je pense qu'on revient à 12h30. 12h31 minutes. Ok, Andy, tu peux stopper l'enregistrement. Hein. Il faut stopper l'enregistrement. Ok. Stopper l'enregistrement. Je me pose.